C'est parti, bonjour à toutes et bonjour à Bonjour. tous. Je vois qu'on est déjà très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire sur les motivations. Alors voilà, je vois Giuseppe qui commence déjà à nous dire bonjour. Juste quelques bonjours et quelques OK, le son est bon et vous nous voyez. Parfait, c'est parti. Merci Philippe. Philippe Mémard de notre consultant également. Parfait, bon ben super, on est bon. Nickel. Écoutez, on va démarrer tout de suite. On a la chance d'être de nouveau ensemble pour ce webinaire qui concerne donc la découverte des motivations des autres. Sachez que nous voyons tous les mois hein, pour nos webinaires du jeudi. Je vais rapidement passer aux présentations, puis on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Hop, j'attaque ma première présentation. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain webinaire aura lieu le 27 mai à 13h également aussi. Ça sera les 7 règles pour réussir sa vie. Nous aurons également aussi comment faciliter vos ventes et ce sera pour le 24 juin et le 8 juillet, les meilleurs candidats sont-ils en poste, donc un webinaire sur le recrutement. Sachez également que vous allez pouvoir nous retrouver tout au long de l'année avec notre cycle des formations commerciales. Le prochain a lieu le jeudi 6 mai. Donc, je vais animer une formation sur comment gagner les négociations commerciales. Donc, c'est un sujet super intéressant et très pratique que j'aurai la chance d'animer. Donc, vous pouvez encore vous inscrire en allant directement sur mon adresse mail avalero@florianmanson.com. N'hésitez pas, il y a encore quelques places de disponibles. Et je passe rapidement à la présentation du cabinet. Bon, beaucoup nous connaissent. Le Florian Manson Institut, un cabinet de conseil en ressources humaines avec plus de 45 ans d'expérience dans les domaines du recrutement, de la formation, de l'outplacement, les bilans de compétences, le coaching et l'audit RH. Donc, cabinet national avec une forte implantation dans les principales villes au travers d'un réseau de consultants dont certains sont avec nous aujourd'hui. J'ai déjà vu tout à l'heure Philippe Mémard. Donc, n'hésitez pas à consulter notre page sur toutes nos activités, le florianmansoninstitut.com. Florian, je vous laisse vous présenter rapidement, même si je ne sais pas si c'est nécessaire de vous présenter. Donc moi, j'ai créé le cabinet en 1976 à Montpellier. Donc ça fait donc quelques bonnes années déjà que je sévis dans le domaine des ressources humaines. Donc notre rôle, comme tu l'as dit, hein, est d'aider les entreprises à recruter, à former, à animer les équipes. Donc j'ai fait Sudeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et Sciences Éco à Paris. Marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, Lion ascendant Sagittaire, voilà, vous savez tout sur moi. Exactement. Alors moi, Augustin Valero, vous me connaissez pour certains d'entre vous pour avoir déjà animé pas mal de webinaires. Je suis associé au sein du cabinet avec Florian et avec Loïc Douillère. Merci d'avoir passé la dose avec Florian. Et on a également aussi un rôle donc depuis quelques années, depuis quelques mois maintenant, d'animateur de webinaires et de formation digitale. Donc en parallèle de cela, je dirige le cabinet avec Loïc Douillère et j'ai pas mal de fonctions. Je suis motivé par pas mal de choses à l'extérieur aussi, avec lesquelles je fais un lien par rapport à mon métier. Donc, beaucoup d'investissements dans le monde économique local, chambre de commerce de l'Hérault en tant que trésorier ou même en tant que membre élu du MEDEF à Montpellier. Donc, voilà, beaucoup d'activités managériales en interne et entrepreneuriales à l'extérieur et patronales. Et donc, bien évidemment, on va animer aujourd'hui ce webinaire sur la thématique de la motivation en s'appuyant sur 2 ouvrages phares quand même du cabinet. Donc, le tout premier qui va être le management Epifit, un ouvrage qui vous permet d'appréhender le management sous un angle très différent de celui que vous connaissez. L'idée étant de permettre à vos collaborateurs de grandir et leur permettre de s'appuyer sur vous pour aller encore plus haut et encore plus loin. Et bien entendu, comment vendre honnêtement un best-seller du cabinet que Florian, Loïc et moi-même avons co-rédigé sur la thématique justement de la vente et vraiment qui résume bien notre expérience depuis pas mal d'années sur cette notion de vente et qui évoque d'ailleurs beaucoup de choses autour de la motivation et la motivation autour de la vente. Je passe rapidement le premier slide, mais avant ça, je vais d'abord vous poser une question. Une première question à tous les participants. D'après vous, est-ce que le niveau de vie ou même le salaire est un élément essentiel dans vos motivations au quotidien?
Si vous arrivez à me répondre à ça déjà, on va... Ah, Giuseppe qui dit non, clairement. Joséphine qui dit non déjà. Giuseppe qui dit non. Bon, oula. Eh Tout bien, le monde dit non. il y en a qui veulent pas gagner d'argent, hein. Ah. Mais écoutez, on va. Bon, vous êtes sur la. Ça veut dire que vous êtes quand même un petit peu aguerri et vous êtes plutôt sur la piste. Vous avez raison. On va en parler ensemble. Alors, juste rapidement en introduction, sachez que on va aborder la motivation sous 3 axes. Un premier axe beaucoup plus général, c'est-à-dire que on va voir quels sont les domaines de manière générale où la motivation intervient, dans nos vies au quotidien, dans les interactions avec nos amis, avec notre environnement culturel, avec notre environnement social. On évoquera après également la motivation sur les aspects commerciaux. Quels sont les leviers sur lesquels on doit agir, quelle est la motivation des autres qu'il faut connaître pour bien communiquer et bien vendre ces produits. Et puis enfin, on parlera management, qui est quand même aussi un des sujets que nous aimons. Donc clairement, on parlera motivation des collaborateurs et management. N'hésitez pas à poser des questions tout le long, c'est le but aussi. Nous sommes deux à vos dispositions et ça sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Donc moi, j'essaierai de jouer le rôle de modérateur et de retraduire les questions écrites de manière orale, en fait. Moi, la première question naïve qui n'apparaît pas sur le chat, c'est quelle est la motivation des internautes qui se sont branchés sur ce webinaire? Mais bon. Et qui prennent sur le midi 2, sur l'heure du repas pour nous suivre. Je trouve que ouais, c'est quand même une très bonne question. Mais j'aimerais bien qu'ils nous répondent eux aussi. Pourquoi ils sont là aujourd'hui, hein? Allez, on attaque, vas-y. On attaque, super. Mais n'hésitez pas à y répondre pendant que je présente. Donc, rapidement, alors, de manière générale, vous allez tous aborder aussi très souvent cette thématique sous l'angle de la pyramide de Maslow. Vous la connaissez tous. C'est une pyramide qui nous présente bien les différents besoins des collaborateurs ou des personnes de manière générale, qui vont des besoins de base, qui sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité. Physiologique, ça va être manger, ça va être respirer, manger, vivre en fait. La sécurité, ça va être être en sécurité chez soi, notamment. L'appartenance à un groupe, là on monte dans les différentes échelles. Le besoin d'estime, et puis enfin, le besoin de s'accomplir. C'est un sujet que l'on a beaucoup traité. Moi, j'aime beaucoup cette pyramide parce que quand même, pour moi, elle est intemporelle. Quelle que soit la période, que l'on soit étudiant, que l'on soit plus expérimenté ou plus âgé, on y retrouve beaucoup de choses intéressantes. Mais est-ce qu'elle n'est pas dépassée, cette pyramide, Augustin, à l'heure des neurosciences? Est-ce que c'est pas un peu obsolète, Maslow? Je pense pas. Je pense qu'elle a été très bien complétée, parfois même présentée différemment. Mais pour moi, Maslow était vraiment nous donne une belle photo en fait des différents états que l'être humain va avoir dans sa construction. Et même si on est moins les organisations en pyramide aujourd'hui, elle montre bien que il y a des différentes étapes dans notre vie. Et clairement, on peut tous comprendre qu'au début de sa carrière, on a besoin plutôt de se construire, peut-être même physiquement, avoir des conditions matérielles plus intéressantes. Puis peu à peu, on cherche du sens à nos vies et on essaie de le valoriser et le faire valoriser en interne, mais aussi en externe, en fait. Donc pour moi, elle n'est pas du tout obsolète. Il y a plein de pyramides qui ont été créées à côté. Et j'aimerais juste 2 minutes la compléter par une pyramide qui est quand même intéressante, celle de Herzberg, que certains connaissent certainement. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans cette pyramide, c'est que elle nous dit qu'on peut être satisfait au travail également, mais insatisfait également. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que la satisfaction et l'insatisfaction agissent de la même manière. Elles sont indépendantes. C'est-à-dire que le contraire de la satisfaction n'est pas l'insatisfaction. Et du coup, on peut en effet être satisfait au aura des éléments de salaire. Et donc là, on est sur les facteurs d'hygiène, en fait, hein, des choses de base. Mais finalement, être insatisfait parce qu'on n'a pas rempli des facteurs de motivation. Donc cette pyramide nous dit qu'il faut commencer par la base, les facteurs d'hygiène, qui est un parallèle avec les besoins physiologiques de Maslow, pour aller après sur les facteurs de motivation. Je vais prendre un exemple, Florian. Quelqu'un qui a une bonne rémunération et qui est mis au placard, clairement, il aura peut-être une sécurité, mais il aura réellement une insatisfaction par ailleurs. Donc pour la faire évoluer, et pour l'aider et pour la motiver, ça va être plus compliqué.
Est-ce que nous avons des petits commentaires ou des… Principalement, les motivations des internautes sont des préoccupations intellectuelles, pas le côté financier qui apparaît en premier. Eh bien, nous sommes ravis, Florian, d'échanger avec nos webinaristes parce que je pense que nous aussi, on cherche aussi quelque chose à partager et l'aspect intellectuel pour nous, ça fait partie de notre quotidien, c'est ce que l'on aime en fait. Donc voilà, rapidement pour vous dire, de manière générale, nous tous, mais nous sommes à la recherche d'abord de besoins physiologiques, des facteurs d'hygiène en fait, et puis après on cherche à évoluer tout au long de notre carrière, et donc ça se voit au niveau général. Voilà. Donc à la question, le salaire est un facteur de motivation, la réponse est non. Ça ne peut pas être un facteur de motivation, c'est plutôt un facteur que définit Herzberg comme un facteur d'hygiène. J'espère que vous y retrouvez bien dans cette intro. Pas de questions là-dessus, Florian, pour l'instant, c'est bon? Ça va. Ok. On va maintenant avoir une approche un peu plus tournée vers la fonction commerciale. On a vu que de manière générale, on pouvait définir différentes thématiques, différents facteurs de motivation chez les individus, mais de la même manière, dans le monde de la vente, on a la possibilité aussi de définir 5 grandes familles de motivation. C'est ce que nous avons mis en avant sur ce slide sous la forme de scrap. Pardon, excusez-moi. Hop, je voulais juste que l'on nous voit un peu mieux. Donc là, on va chercher dans notre interlocuteur la bonne motivation qui va le pousser à agir. Et là, on parle de vente. OK ? Donc là, sur les motivations des clients, des prospects en quelque sorte. Des prospects. On est déjà en train de travailler le fonctionnement du prospect et la relation du vendeur avec l'acheteur, avec son prospect. Parlons rapidement de ces 5 grandes familles de motivation. La première étant la sécurité. Alors, pour bien comprendre cette notion-là, la question c'est de savoir comment la chose que je vais acquérir va me protéger, de manière physique ou de manière financière. Donc là, clairement, on va prendre un exemple historique en fait. On sait tous que Volvo vend des véhicules qui sont des véhicules sûrs, costauds et qui véhiculent cette image-là. Donc clairement, le commercial qui a vendu Volvo va mettre en avant cet élément-là. On est d'accord, Florian, hein, c'est exactement ça. Mais aussi, c'est vrai pour une assurance vie. On cherche une assurance vie parce que on essaie de sécuriser son avenir, en tout cas l'avenir de sa famille et des personnes qui en sont bénéficiaires. C'est la même chose pour les antivirus. Un antivirus répond à un besoin de sécurité. Je sécurise mes données. Et c'est des choses dont on parle encore aujourd'hui. Donc vous voyez, cette méthode scrap, elle est quand même aussi intemporelle quelque part. Une fois qu'on a compris cette notion-là, on peut passer à la notion de confort. Et à nouveau, le confort, alors j'ai Elisa qui dit le bien-être n'y est pas. Si, vous allez voir qu'on va en parler du bien-être. Le confort, il y a 4 axes en fait. Il y a le confort physique, le confort moral, le confort lié à la facilité, c'est-à-dire d'utilisation, et aussi le confort par rapport à la commodité tout simplement. Donc, parlons du confort physique. Un vendeur qui vend un fauteuil, il va jouer là-dessus. Il va tout d'abord essayer de comprendre quelles sont les attentes de son prospect. Et une des attentes pourrait être notamment le côté confortable. Je vends un fauteuil confortable. Si je parle d'un confort moral, c'est un confort de quelque chose qui va m'éviter d'avoir des ennuis, hein, d'être mis à défaut ou d'être en difficulté. Donc, il existe également un confort moral. Nous avons également aussi le confort de facilité, c'est-à-dire facile à utiliser. Exemple, dans le bricolage, on nous vend tous, et maintenant les sites internet des différents sites de bricolage le font même sous forme de film, comment utiliser telle ou telle perceuse, comment construire sa propre terrasse en bois exotique, tout ça paraît facile à utiliser et on va travailler la motivation du prospect sur l'angle de la facilité. Et puis après, vous allez avoir le confort de la commodité, c'est-à-dire par exemple, hein, Uber a exploité à fond ce confort-là ces derniers mois, et même ces dernières années, la commodité d'être livré à domicile.
Là, on passe également aussi sur un sujet qui est l'actualité. Il y a un autre confort également aussi, qui est un confort également lié à l'actualité. Si vous avez tous été à Darty ou à la FNAC ou ailleurs juste avant le deuxième confinement, vous verriez que tous les rayons de télé ont été dévalisés. Donc là, il y avait une notion de confort importante à ne pas se retrouver sans télé pendant la période de confinement. Donc beaucoup de gens ont acheté des télés. Donc voilà, on est sur un confort plutôt là que l'on pourrait évoquer plutôt de physique aussi, parce que ça touche à l'essentiel dans nos vies. Ça vous va pour le confort? Tout le monde a suivi, j'ai l'impression. Florian, je ne sais pas s'il y a des questions, des choses que vous voulez évoquer. Imaginons donc un vendeur de chez Volvo, justement, qui va rentrer dans sa concession un client potentiel. À peu près, il a environ 80 ans, le type. Est-ce que le vendeur a intérêt à insister sur la sécurité et le confort pour aller en harmonie avec la motivation qu'il suppose? Parce qu'imaginons que cette personne de 80 ans, justement, ne veut pas montrer qu'elle a 80 ans et qu'elle veut être toujours jeune et qu'elle veut au contraire une voiture qui soit sportive, dynamique. Est-ce que le vendeur ne va pas se planter en insistant sur la sécurité et le confort? Mais là, tous nos webinaristes l'ont compris, en fait. Bien entendu qu'il se trompe s'il travaille là-dessus. S'il ne prend que comme seul angle d'attaque, les voitures Volvo sont des voitures confortables et sont des voitures sécures, et qu'il n'étudie pas son prospect et qu'il ne lui pose pas les bonnes questions, il ne saura pas qu'en fait, ce senior a plutôt envie de se montrer sous un angle beaucoup plus sportif et une image beaucoup plus moderne. Donc, il ne réussira pas sa vente, ça c'est clair. On est d'accord, Florian. Et c'est tout l'intérêt, en fait, de comprendre quel est le curseur où se trouve la motivation de mon interlocuteur, clairement. Et s'il ne la connaît pas, l'un de son interlocuteur? Mais l'intérêt, ça ne serait pas un bon vendeur alors. Non, mais si le prospect ne connaît pas sa propre motivation. Il a intérêt à le questionner, à récolter des indices, à l'observer, à utiliser une méthodologie de vente aussi pour la découverte du client. Ça veut dire qu'à chaque prospect, à chaque client, on doit se remettre en question. C'est pas parce que j'ouvre la porte du concessionnaire Volvo que je veux une voiture costaud. On fait la pub pour Volvo aujourd'hui, ça tombe bien. Mais au contraire. L'écoute est un élément important, nous disent les internautes. C'est essentiel et vous l'avez tous compris. Alors, important, mais après, il va falloir analyser l'information, trier ce qu'il y a à trier et garder la bonne information pour après toucher là où il le faut. Donc, oui, c'est de la méthode. On ne marche pas au feeling dans la vente, hein, c'est pas vrai. On peut avoir des bonnes sensations, mais si on a des bonnes sensations sans une bonne méthode, ça ne marchera pas. Donc, on n'a pas intérêt à réciter son argumentaire par cœur. Ah non, il n'y a rien de plus ennuyant d'ailleurs, et d'ailleurs votre interlocuteur va être très vite agacé, clairement. C'est pas parce que j'arrive en famille avec une poussette que je veux absolument une voiture familiale. Au contraire, peut-être que j'ai envie aussi de me montrer sous un angle beaucoup plus individuel, sport ou autre. Hein. Est-ce qu'on ne doit dire que ce que l'autre veut entendre? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, on ne doit pas dire ce qu'il ne veut pas entendre. Ça, c'est clair pour moi. On doit trouver dans son produit les éléments de connexion avec ce que l'autre souhaiterait peut-être entendre. Il y a ce qu'il veut entendre, ce qu'il dit, et il y a ce qu'il ressent vraiment. Et très souvent, il y a un écart entre ce qu'on nous dit et ce que l'on ressent vraiment. Donc, un bon commercial va être capable de réveiller les motivations un petit peu endormies de son interlocuteur par ce questionnaire, par un travail de projection. Le bon vendeur est capable de réveiller chez un prospect ou un client, ou un futur client, justement, cette motivation qu'il n'avait pas forcément perçue au départ. Donc, la troisième motivation, quelle est-elle? Alors, la troisième, c'est le R, la rentabilité. Et là encore, il y a encore trois notions dans la rentabilité. Il y a la rentabilité par rapport au temps, c'est-à-dire la durée de vie. Il y a la rentabilité par rapport à l'argent que l'on va économiser. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Et puis, également aussi, il y a la rentabilité prix par rapport au gain futur. Je reviens rapidement sur ces trois notions. La première, rentabilité prix par rapport au temps. Quand on achète tous une machine à laver, je crois qu'un des arguments que l'on entend le plus souvent, c'est la durée de vie.
Hein, la durée de vie d'une machine à laver, on peut faire X lessives par semaine pendant X années. Donc, c'est des choses qui nous parlent et qui nous intéressent. On n'a pas envie de retourner dans un an acheter une machine à laver. De la même manière, pour une batterie de téléphone, c'est la même chose, c'est un des arguments, ou pour une batterie quelconque. Pareil pour les pneus. Donc là, on se dit, je suis prêt à mettre un prix par rapport à une notion de temps et de durée de vie du produit. Donc ça, c'est un axe qui peut m'intéresser ou pas. Je dois être capable de tester chez mon interlocuteur, est-ce que finalement c'est important pour lui, cette notion de durée de vie. C'est bon, Florian? Ok. Deuxième point, donc on a parlé du prix par rapport au temps. Parlons de la rentabilité prix par rapport à l'argent que l'on va économiser. C'est-à-dire, c'est le débat du diesel par rapport au samplon, clairement. Si vous achetez un diesel, vous vous dites, bah, tiens, finalement, je vais dépenser moins parce que le diesel consomme moins, alors qu'en réalité, selon votre usage, peut-être que le samplon sera un carburant plus efficace, en fait. Ça peut être aussi, dans le monde de l'entreprise, le choix de dire, bah, tiens, je vais remplacer cette fonction occupée par un collaborateur par un logiciel ou par un outil. Et j'utiliserai mon collaborateur non pas pour en faire l'économie, mais à des tâches qui sont plus valorisantes, qui vont m'amener une valeur ajoutée au travail qu'il effectue. Donc là, on est bien par rapport à une économie de salaire utilisée, on va dire, au mauvais endroit, sur la mauvaise mission, sur la mauvaise fonction. Donc ça, ce sont des choses que l'on va retrouver au quotidien. Donc je répète, rentabilité prix par rapport à l'argent que l'on va économiser. Et puis après, il y a la rentabilité prix par rapport aux gains futurs. Donc là, clairement, il nous arrive de faire des investissements, des dépenses, en se disant, ben, demain, je vais récolter des fruits. Donc on est d'accord, Florian, qu'une pub, ben, finalement, c'est une dépense aujourd'hui en espérant de vendre plus demain. Hein, donc c'est ce qu'on fait tous dans nos activités. Et donc, je vais essayer de penser que demain, la rentabilité de cet investissement va m'amener à gagner plus que ce que j'aurais fait sans aucun investissement. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose de très rationnel, c'est une projection que l'on essaie de faire, et donc la rentabilité touche à des éléments très rationnels au quotidien. Mais est-ce que les promos que l'on voit dans les journaux pour des produits dans un supermarché, est-ce que ça va titiller les motivations des acheteurs? Oui, ça va les titiller parce que c'est justement l'objectif de ces promos, c'est de envoyer le message comme quoi, en achetant aujourd'hui, ben, je pourrais acheter moins cher un produit de qualité que ce que j'aurais acheté soit chez mon concurrent, soit plus tard dans le même magasin. C'est simplement aller chercher la motivation de rentabilité chez l'interlocuteur un peu plus tôt avant qu'elle s'exprime. Après, il y a des achats irrationnels par rapport à la recherche de prix. Mais là, on est sur une autre approche qui est beaucoup plus irrationnelle. C'est ce sentiment de ne pas se faire avoir. Mais là, pour moi, la rentabilité prix par rapport aux promos que l'on voit dans les magasins, c'est pour réveiller justement ce côté très rationnel que nous avons tous. Mais si le client il achète du champagne en promotion au supermarché, quand il va inviter ses amis le soir, qui va sortir le vin en promotion, le champagne en promotion, au niveau de l'image, de l'apparence, ça va peut-être le pénaliser. Alors, ça va le pénaliser, tout dépend quelle est sa motivation à lui. Si c'est de montrer qu'il est malin et qu'il est capable d'acheter du champagne en gros à un prix moindre et proposer à ses invités un produit de qualité sans se faire avoir, je trouve en revanche, il faut savoir le valoriser, bien sûr. Et j'en connais un qui le fait souvent d'ailleurs, d'acheter des bons champagnes en promo, n'est-ce pas, Florian? Donc, et on le boit toute l'année, on est ravis. Donc clairement, l'idée c'est d'anticiper sur une hausse de prix. Donc là, pour moi, c'est purement rationnel. La promo, c'est pas forcément une mauvaise qualité. Hein. On achète tous des voitures actuellement avec des primes de l'État ou avec des primes des concessionnaires. C'est pas que et on achète des voitures chères. Même les voitures les plus chères ont des primes aujourd'hui. Donc le champagne, qui est un produit de luxe tout de même, en promotion, pour moi, c'était un très bon choix parce qu'en plus, on peut le stocker. C'est pas un achat où je vais consommer quelque chose tout de suite que je vais perdre finalement rapidement. Donc, toute une année, on peut garder son champagne. On va passer à l'apparence. Mais l'apparence, si j'offre un produit cher à mes amis, est-ce qu'au niveau de l'image que je vais véhiculer, ce ne sera pas une image beaucoup plus forte?
Bien sûr. Ben, alors, le champagne est un exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. Lorsque je fais un repas, évidemment, j'ai peut-être envie de partager et de montrer aussi quelque part, de travailler cette notion d'apparence, qui, selon moi est quand même en plus quelque part irrationnelle en fait. Hein. C'est l'image que je vais donner aux autres en fait. Donc oui, clairement, la personne, votre prospect qui a un besoin d'apparence, il n'est pas du tout sur la rentabilité. Il n'est pas forcément sur le confort. Lui, dans son esprit, il cherche soit une approche esthétique d'un produit, clairement, hein, le produit me plaît, donc ce véhicule fait sérieux, ou ce véhicule fait sport, donc je dois savoir quelle est l'attente de mon prospect là-dessus, mais il y a ce que vous venez de dire à l'instant, l'apparence par rapport aux autres. Comment je m'affirme? Est-ce que ce costume va me permettre de m'affirmer? Est-ce que inviter mes amis et leur offrir un champagne, un bon champagne, va me permettre d'améliorer mon image vis-à-vis d'eux? C'est des questions que les gens se posent, même de manière un petit peu inconsciente, hein, et je crois surtout inconsciente. Est-ce que je vais pouvoir intégrer un groupe avec ce produit-là? Est-ce que euh, euh, en ayant ce type de véhicule ou en proposant ce type de produit à mon prospect, je vais lui permettre d'intégrer un groupe, d'avoir une ascension quelque part sociale. Hein. C'est une façon aussi de se valoriser. Alors, il y a Antoine qui dit l'apparence est le contraire même de la sincérité. Est-ce que le vendeur doit porter un jugement de valeur de la motivation de l'autre? Ou est-ce qu'il doit se contenter de la décoder, cette motivation, et d'aller dans le sens de la motivation de l'autre, quelle que soit la motivation? Alors, pour moi, le vendeur, alors l'acheteur est forcément quelque part, consciemment ou inconsciemment, il est sincère. S'il a il a un besoin d'apparence, en fait, c'est quelque chose qu'il veut atteindre. Et pour moi, c'est pas forcément qu'il y a un problème de sincérité, c'est que c'est un point qui l'importe, qui le concerne et qui l'intéresse. Il a besoin de se valoriser, donc soit par rapport à ce que l'on voudrait être, soit par rapport à ce que l'on veut devenir. Donc l'apparence peut être la première étape avant de devenir quelque chose, en fait. Vous voyez, Florian? Donc, bien entendu, il y a une apparence un petit peu sous forme d'inférence, c'est-à-dire que si je sors une clé de bagnole avec un logo BMW et que j'ai pas de BMW, peut-être que je suis en train de jouer et de pas être sincère. Hein. C'est ce qu'on appelle les inférences dans la communication. Donc ça, il faut s'en méfier. Mais je suis pas sûr que l'acheteur soit pas sincère dans, 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 dans ses motivations. C'est simplement qu'à ce moment-là, il a besoin soit d'appartenance, parce que l'apparence a un effet aussi sur un sentiment d'appartenance à un groupe aussi, soit par rapport à soi-même, c'est-à-dire se valoriser, se dire tiens, j'ai réussi et je me sens bien à ce niveau-là. C'est une reconnaissance interne. J'espère que j'ai répondu un petit peu à cette question. Ok. Et donc oui, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, et c'est très juste aussi, hein, c'est Christian. Un vendeur est là pour vendre, pas pour juger. On est d'accord, il est là pour vendre, et si c'est un bon vendeur, il va faire en sorte que son client revienne. Il va le fidéliser. Okay, donc, si c'était un mauvais vendeur, le client ne reviendra pas. Alors après, il y a des ventes qui sont plutôt one-shot que d'autres, mais c'est clairement la sincérité dans la vente, nous, on y croit vraiment. On peut être astucieux, on peut être aussi un petit peu malin, mais toujours sincère, sinon on ne reverra pas ses prospects. Donc, Giuseppine a dit que le vendeur fait suggérer des solutions. Il suggère des solutions par rapport à son prospect, en fait. Hein. C'est ça. Je vais l'aider à se dire, tiens, j'avais pas pensé. Vous avez raison. Suggérer des solutions, c'est trouver des solutions à un problème qui est peut-être pas encore totalement défini. Ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que nous, vraiment, on trouve que la vente, c'est un exercice noble, en fait. Et on aime ça. Donc, on en parle avec beaucoup de conviction et de bienveillance parce que c'est un jeu, c'est super sympa, mais on a trop souvent une notion, une vision de la vente qui est trop négative. Et c'est dommage parce que franchement, on peut prendre beaucoup de plaisir à vendre et acheter aussi d'ailleurs, quand on a un bon vendeur en face. Est-ce qu'il y a des motivations rationnelles pour faire le lien avec la dernière des motivations du scrap? Oui, alors bon, là on va parler de performance. La rentabilité, c'est rationnel aussi. Hein. On est sur une anticipation d'un résultat par rapport à une attente concernant un produit. Et pareil pour la performance. La performance, elle est, on va dire, très rationnelle.
quand on cherche une performance, là, on est dans le chiffré, on est dans les stats. C'est-à-dire, c'est la question, comment le produit fera-t-il le travail ou occupera-t-il la fonction que je souhaite, pour laquelle il est destiné. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple en fait, un investissement machine dans une entreprise, dans un atelier, combien de pièces je vais sortir clairement par mois. Aujourd'hui, j'en sors 800. Est-ce qu'avec cette nouvelle machine, je vais en sortir plus? Un exemple que nous connaissons tous, c'est nos photocopieurs au bureau. Quand j'ai acheté notre dernier photocopieur à Bureau Système tout récemment, eh bien, un des éléments qui nous a impressionné, c'était la rapidité dans l'impression et le nombre de pages imprimées à la minute qui avait doublé énormément en fait. Donc pour moi, on est vraiment dans les notions de puissance, de vitesse, de performance très rationnelle. Et il est clair que si vous avez un prospect en face qui est en recherche de performance et que vous commencez à argumenter autour de l'apparence, il va vous dire, bon, je ne vais pas prendre ce produit-là. Donc là, on a bien vu les motivations au service de la vente. Et Anne Guibert pose comme question, est-ce que tu vas aborder les détections de motivation au service du management d'équipe? Alors, avec grand plaisir, on va le faire tout de suite au niveau du slide suivant. Juste une petite parenthèse, dans le slide que vous avez sous les yeux, donc il y a les motivations qu'on appelle SONCAS, c'est à peu près la même chose. Ça revient un peu à la question de Florian tout à l'heure, est-ce que Maslow est obsolète? Est-ce que le scrap est obsolète? Non, en fait, il a été complété, interprété un petit peu différemment. Ah, le scrap, c'est nous. C'est notre création. Donc là, ça ne veut pas être obsolète. Ça peut pas être obsolète. Son cas est gentillet, hein, un peu vieillot. Voilà. Oui, parce qu'on parle de nouveauté. Voilà, exactement. Non, mais clairement, le scrap, vous trouverez dans tous nos ouvrages, en fait. Hein. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est intemporel. C'est quelque chose que nous, on utilise encore aujourd'hui dans nos formations et que l'on adapte clairement aux situations actuelles. Vos prospects ont tous différentes motivations en même temps ou une seule. Et c'est là qu'il va falloir être capable d'aller les chercher. Son cas reprend des choses, voilà, la nouveauté, la sécurité. Bon, on a différents outils. Nous, c'est vraiment l'expérience du cabinet dans la vente et dans la formation commerciale qui nous amène à vous proposer ce. Alors, le collaborateur, quelles sont ses motivations? Allons-y. Alors, là, pareil, on va dire, c'est un schéma, enfin, un acronyme maison, Florian Manson Institut, parce qu'on s'est dit comment résumer avec toutes ces années de formation et d'accompagnement, d'audit des entreprises que nous suivons. On s'est amusé à faire des typologies aussi de moteurs dans la motivation des personnes, et on s'est amusé avec Loïc et Florian à travailler dessus, et on a décidé de travailler sur le mot moteur, en fait, qui montre bien la notion d'action par rapport à une motivation ressentie. Mettez-vous maintenant tous dans l'esprit d'un chef d'équipe ou d'un collaborateur dans une entreprise, et on rentre vraiment dans le management. Alors, le premier M, qui est donc dans le mot moteur, ça va être mieux être reconnu pour sa valeur. Alors, on retrouve bien entendu des éléments de Maslow, mais clairement, si dans votre entreprise, un collaborateur a ce besoin de reconnaissance pour sa valeur en termes de compétences, en termes de collaborateurs, en termes d'action au quotidien auprès de ses équipes, s'il n'a pas cette reconnaissance-là, le moteur, il va commencer à caler. Donc là, vraiment, on cherche tous à être reconnus pour ce que l'on représente et pour les compétences intrinsèques que nous avons, pour notre valeur, mais aussi pour notre valeur au travail, hein, par rapport à nos résultats et par rapport à nos actions au quotidien. Donc la reconnaissance est un des éléments de motivation. Alors c'est pour nous, et on le sait bien ça, sans reconnaissance, il est très très difficile d'avoir des personnes, en tout cas toute une entreprise motivée. Certains collaborateurs peuvent ne pas avoir besoin de reconnaissance, c'est vrai, mais quelque part, c'est un fil conducteur qui permet d'animer les équipes en entier et de faire que vos collaborateurs ou vos propres collaborateurs managers soient en mesure de mobiliser les autres. Oui, la reconnaissance est essentielle pour nous. C'est général, de toute façon. Même les gilets jaunes ont besoin de reconnaissance. Peut-être qu'ils aient d'abord besoin de reconnaissance avant d'avoir besoin d'argent.
Ben, ils se sont exprimés parce qu'ils avaient besoin de reconnaissance, en fait. Ils n'étaient pas reconnus, donc ils l'ont bien montré et ils ont dit on est là, en fait. Donc eux, ils ont agi. Alors peut-être que ils ont agi à leur façon, mais clairement, ils évoquaient les thématiques de niveau de vie, de rémunération, mais la reconnaissance des métiers, la reconnaissance de fonctions d'une classe sociale était forcément un des moteurs, un des principaux moteurs de ce mouvement. Et le personnel des soins, pareil. Les infirmiers, les médecins, Bien les sûr. gardiens et compagnie. Ben, on a tous, on entend tous aujourd'hui encore même des journalistes qui disent, bon, lors du premier confinement, on applaudissait tous à 20 heures à la fenêtre, et je crois que c'était pour eux un moteur, hein, pour le personnel soignant. Ben, aujourd'hui, ils disent qu'on les a oubliés, plus personne n'applaudit à 20 heures, et ils continuent à avoir les mêmes difficultés. Et donc, clairement, ils n'en sont pas à 100 € près, quoi. On est sur des thématiques vraiment de reconnaissance de cette fonction qui est vitale dans notre société. Donc, vous voyez, ça va au-delà du management, en fait, hein, ça englobe tout, cette notion de reconnaissance. Alors, il y a Joséphine qui nous dit, ça traduit juste, merci d'être là pour ce que vous faites. Ben oui, clairement, vous avez tout résumé, c'est une façon de le dire. Merci d'être là pour ce que vous faites. Alors, le O d'un moteur, obtenir plus d'argent. Alors oui, c'est vrai aussi que certains de vos collaborateurs, ou certains collaborateurs, ou certains d'entre nous, souhaitent quand même avoir une évolution de salaire, obtenir plus d'argent. Un bon commercial, il faut qu'il ait envie aussi de toucher ses primes et d'augmenter son niveau de vie sur le plan salarial. En tout cas, si quelqu'un a cette motivation-là, il faut être en mesure de le détecter. C'est pas la peine de faire une tape dans le dos à un collaborateur tous les matins si en réalité ce qu'il attend, c'est une prime à la fin de l'année. Vous voyez, ça c'est quand même très important. Ça ne veut pas dire que c'est la plus importante, mais on est sur un sujet qui est important pour certains collaborateurs. Donc, je ne sais pas, Florian, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires en fait qui défilent, donc je ne sais pas si. Non, mais c'est bon. O, obtenir plus d'argent. T. T, trouver moyen de se réaliser. Là, on va rejoindre de nouveau le haut de la pyramide de Maslow. On est clairement dans l'impression que l'on a soi-même des efforts que l'on a effectués pour réussir dans sa vie professionnelle ou sa vie de manière générale. Clairement, il faut que l'entreprise où je suis, l'équipe où je suis, me permette d'évoluer et de me réaliser en tant qu'individu dans l'équipe. Voilà, clairement. Et donc, pour trouver ce moyen-là, je peux le faire. Je peux essayer de, moi, faire appel à ma propre motivation, mais j'ai besoin énormément que mon manager, que mes supérieurs, que l'environnement en termes de moyens techniques, humains et financiers soit favorable pour que je puisse me réaliser. Voilà. Donc, trouver ce moyen, c'est me donner les chances d'évoluer pour me réaliser, mais que l'entreprise aussi a un rôle très important à jouer là-dessus pour que je puisse me réaliser. Donc, il y a des entreprises qui n'aident pas leurs collaborateurs à se réaliser et elles les perdent souvent. Voilà. Peut-être parce qu'elle recherche des exécutants plutôt qu'autre chose. Tout à fait. Alors, soit des exécutants, soit qu'elle n'a pas mis en place les bons outils d'audit ou les bons outils d'enquête pour comprendre les réelles attentes d'un collaborateur, tout simplement. Passons à la lettre E. Exprimer des responsabilités. Alors, certains collaborateurs, et je ne dis pas tous, ont vraiment besoin d'exprimer ces responsabilités, c'est-à-dire avoir une valeur en termes il faut que la fonction que j'occupe me permette de mener des missions sur lesquelles je suis responsable. On va prendre un exemple, Florian, c'est être responsable d'un projet dans l'entreprise. Hein. Donc, si je suis responsable aujourd'hui du contrôle de gestion dans ma société, et que demain on me dit, Augustin, tu vas t'occuper d'auditer ou de participer à l'équipe projet qui va auditer la structure que l'on veut acheter, la filiale que l'on veut créer ou que l'on veut racheter. On est sur une croissance externe. Et bien là, je touche dans la motivation d'Augustin quelque chose qui est très important, c'est de valoriser quelque part mes compétences par rapport à des projets à mener parce qu'on me rend responsable de ce projet. Et demain, quand on me dit, Augustin, qu'est-ce que tu fais? Je ne dirais pas je fais des contrôles de gestion. Je dirais, je m'occupe d'opérations de croissance externe dans mon entreprise. Et là, je serais quand même plutôt, je serais plutôt très motivé et fier de moi, en fait. Donc là, c'est l'apparence du scrap.
Le A Exactement. du Scrap, c'est le A d'apparence, en fait. Hein. L'image, c'est important. L'image extérieure et intérieure. Hein. Comme le titre sur la carte de visite du collaborateur. Ben, vous avez très souvent, Florian, on fait beaucoup de recrutement. Prenons le cas du DAF pour sortir d'autres fonctions, un directeur administratif et financier. Combien de fois on a des offres d'emploi où des responsables administratifs et financiers répondent à des offres de DAF? Et qu'est-ce qu'ils vous disent dans l'entretien, Florian, souvent? Quelle est leur véritable fonction? Ben, C'est DAF, bien sûr. je suis DAF, en fait. C'est pas écrit sur ma carte de visite, c'est pas écrit sur mon bulletin de salaire, mais c'est moi le DAF de l'entreprise. Et là, ça les fait râler, ça. Ça ne soit pas Ben, écrit sur le bulletin de salaire, ça les fait râler. exactement. Et c'est pourquoi ils sont devant nous à l'entretien, d'ailleurs, en essayant d'occuper une fonction de DAF ailleurs. Et c'est très, très clair. Les mots ont un sens. Alors, pour nous, en termes d'apparence, bien sûr, parce que je me valorise, mais aussi en externe. Donc, je suis ce que je représente à l'externe aussi. Hein. Alors, on était donc exprimé des responsabilités. Passons au U de moteur, c'est utiliser ses compétences. Clairement, on a tous de nos jours. Alors, je prends l'exemple de ce qui se passe très souvent lorsque notre équipe bilan de compétences, Bérangère ou Géraldine, reçoivent des collaborateurs qui vous disent mais moi finalement j'ai été formé à un certain niveau et j'exploite pas mes compétences aujourd'hui. Je me sens pas utile parce que les compétences que j'ai développées sur le plan théorique, sur le plan pratique, même ailleurs, ben, je les utilise plus parce que ma société a évolué, parce que on n'a pas su me donner ces responsabilités-là. Donc, un collaborateur qui n'utilise pas ses compétences est un collaborateur qui va se démotiver, clairement, qui s'ennuie et qui va forcément chercher ailleurs, ou alors, encore plus grave, baisser en efficacité dans l'entreprise. Et c'est vrai que nous devons tous, en tant que manager, en permanence, déceler les compétences de nos collaborateurs pour être certain de ne pas passer à côté. Est-ce que la plus grande des compétences d'un manager, c'est pas celle d'en trouver chez les autres? C'est beau, ça. Ah, c'est très, très beau. Oui, oui, oui. Ben, c'est le management Pifit, il y en a qui l'ont lu. Eh oui, ben oui. On connaît tous les PME ou le TPE où le dirigeant qui est très brillant, souvent, est totalement débordé parce qu'il a tendance à tout faire lui-même. Alors qu'il y a un cap à passer. À un moment donné, on doit être conscient de se dire, moi, je suis bon dans tous les domaines, je suis un petit peu bon dans tous les domaines, mais j'arrive à une taille, ou j'arrive à un niveau où j'ai besoin de compétences que je n'ai pas. Je ne vais pas mobiliser les miennes, je vais aller chercher ailleurs des compétences que je n'ai pas. Ou je vais aider mes collaborateurs à acquérir des compétences que je n'ai pas en interne. Donc là, le bon manager, c'est celui qui est conscient des compétences qu'il n'a pas en interne, ou qu'il n'a pas lui, et qui est capable de motiver ses équipes en les faisant grandir et en les faisant acquérir des compétences qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ça, pour moi, c'est ça le management. Et ça, c'est le management Epifit. Que je vous invite à lire, bien sûr, en le commandant sur FireMansion.com ou sur notre site de vente en ligne avec Amazon. D'autres commentaires, Florian? Non, non, apparemment, tout le monde est d'accord avec ce que tu dis, donc c'est bien. Non, mais c'est important, vraiment. Le bon manager est celui qui est capable de déceler des compétences chez les autres, ça c'est clair. Le contraire est plutôt dangereux pour l'entreprise, en fait. Le manager qui s'entoure de personnes moins compétentes pour briller, justement, ça c'est très dangereux. Voilà, c'est ce que dit Anne. Anne a raison de dire qu'effectivement, il ne faut pas écraser les autres, en fait, hein, pour briller soi-même, en fait. Hein. Il faut au contraire aider les autres à se réaliser, à grandir, en fait. Hein. C'est le but du management Epifit. Et la réussite sociale, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ben allons-y. Donc, le R de réussite sociale. Donc, la réussite sociale, on monte encore dans l'échelle un peu de la valeur. On quitte les notions d'hygiène, la base de la pyramide. On va aller chercher maintenant ce sentiment d'appartenance à un groupe, à un groupe social, à un groupe qui à nos yeux est important. Et donc, clairement, en matière de management, je prends l'exemple de l'impact. Enfin, voilà, l'idée, c'est de savoir, quand je suis à l'extérieur, comment perçoivent les autres la fonction que j'occupe. Est-ce qu'aujourd'hui, socialement, ma fonction de directeur export
a un sens à l'extérieur de mon entreprise et j'en suis fier et j'en parle en fait. Et je n'hésite pas à en parler. Je représente une enseigne très connue et je suis fier de le faire, d'en faire partie et je suis tout à fait capable de l'évoquer à l'extérieur. C'est ça pour moi la réussite sociale en matière de management. C'est aussi une réussite sociale en interne. C'est-à-dire que dans mon entreprise, comment les autres me représentent, comment les autres me perçoivent. Et j'appartiens à un groupe qui est peut-être, je prends l'exemple des cadres, hein, les cadres aiment bien dire qu'ils sont cadres. On voit bien hein, que quand on a certaines offres d'emploi, on dit à nos clients, écoutez, pour monter un peu en gamme en termes de profil, allons chercher des cadres. Hein, parce que sinon, ils ne répondront pas à l'offre. Donc, on aime bien se valoriser soi-même et être capable de valoriser ses propres réussites socialement au travers des fonctions que l'on occupe dans une entreprise ou du groupe dans lequel on est. En interne, réussir socialement, c'est se voir confier par son patron un bureau d'angle avec 2 fenêtres, par exemple. Avec, si possible, l'ordinateur bien placé pour pas que les gens du couloir voient ce que l'on fait. Oui, oui, ben oui, pourquoi pas. C'est aussi, alors c'est un peu une caricature, mais c'est vrai, Florian, la place du stagiaire, on sait où elle est souvent. Hein, c'est le bureau dans un coin avec aucune intimité. Bien sûr, la réussite sociale, c'est aussi d'avoir un beau bureau. Alors, c'était vrai jusqu'à maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, la réussite sociale, c'est avoir la confiance de son patron pour faire du télétravail et diriger ses équipes à distance, en fait. Et vous dire, bon, mais Augustin, on vous fait confiance maintenant, on croit en vous, tout le monde le sait, donc allez-y, pilotez vos équipes à distance. Frédéric Maillet demande si les motivations évoluent dans le temps. Est-ce que quel est l'effet génération sur ces moteurs de motivation? Est-ce que les jeunes motivations ont les jeunes générations ont les mêmes motivations que les autres? Alors, deux façons de répondre. Déjà, pour les générations un peu plus comme les nôtres, j'ai eu 48 ans vendredi dernier, donc je me revois il y a 25 ans, ça avec s'arrose. du bon champagne. Avec du bon champagne. Du bon champagne. J'ai le souvenir de ce que j'ai ressenti quand j'étais pris en stage au Florian Manson Institute en ESS. J'avais un sentiment de fierté et d'appartenance qui faisait que j'étais très très fier de montrer à mes camarades de master, l'enseignement de l'ESS, que moi mon stage c'était au Florian Manson Institute en fait. J'accordais beaucoup d'importance à cette notion d'appartenir à un cabinet connu et reconnu dans son métier. Et pour un jeune comme moi, c'était énorme quoi. En termes d'image, j'avais une grande fierté. Ok, donc avec le temps, on est toujours aussi fier, mais il y a une notion que l'on n'avait pas, auquel on ne pensait pas avant. Et c'est vrai que cette notion après d'évolution, est-ce que j'exprime mes compétences vraiment pleinement? Est-ce que j'ai réussi ma vie et, cette notion de réalisation, c'est ce qui m'a poussé après à vouloir m'associer avec Loïc et avec vous, quoi, et aller au-delà de la fonction de consultant. Donc, au bout d'un moment, on a rempli certains besoins beaucoup plus peut-être terre à terre pour aller vers les aspects plus intellectuels, comme nous tous aujourd'hui, en fait. Oui, donc oui, on évolue tout au long de son parcours. Maintenant, il peut y avoir des accidents de parcours, tout d'un coup on a besoin de manger et on repart au charbon et on repart de nouveau au bas de la pyramide, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter après. Je ne sais pas si tu as vu ce reportage à la télé de ce baryton qui, malheureusement, depuis quelques mois, ne peut pas travailler hein, en tant qu'artiste lyrique et qui fait des livraisons à vélo. Et donc, le gars, il n'a pas peur hein, de se redresser les manches, et de se remonter ses bas de pantalon et faire du vélo pour apporter à domicile les trucs. Je trouve ça remarquable, en fait. Hein. C'est parce qu'il a touché des choses qui l'ont vraiment motivé qu'il s'est dit, je vais retrouver ça aujourd'hui. Il ne s'est pas effondré, il a eu un bon... Peut-être qu'il a eu des rencontres dans sa vie qui lui ont permis aussi de valoriser ça. La télé s'y intéressait, donc quelque part, c'est aussi pour lui une réussite, tout ça. Il montre ses caractéristiques de résilience. Ouais, il le cherchait peut-être pas, mais enfin, en tout cas, c'est un bel exemple, en fait. Hein. Très bel exemple. Alors, sauver la face, qu'est-ce que tu entends par sauver la face? Parce qu'il y a quelqu'un qui a réagi en disant, mais ça ne va pas sauver la face. Qu'est-ce que tu entends par sauver la face? En fait, c'est très important parce que autant on pointe dans l'entreprise tout ce qui est réussite, on aime bien dans les réunions commerciales ou dans les réunions en management, avec des managers, pardon, mettre en avant les belles réussites des équipes, des individus aussi parfois. Hein. Autant il faut faire très attention à ce que parfois on n'oublie pas des collaborateurs
qui, sur une période, ont eu un moment difficile, ou ont raté une vente importante, et un appel d'offres qui ne rentre pas alors qu'il vient d'y passer 6 mois dessus, hein, et que malheureusement, pour X raisons, ça lui échappe. Donc, il faut être capable d'aider son collaborateur à sauver la face, c'est-à-dire lui donner les clés pour que justement, il ne s'effondre pas suite à un échec. Donc, Ok. si Donc, je pointe... reconnaître ses efforts, reconnaître sa bonne volonté, même si la situation a fait qu'il n'a pas pu réaliser son projet. Voilà, la conjoncture fait que ça n'a pas fonctionné. Mais en revanche, je reconnais les efforts que tu as menés, tu as fait le boulot, je vais t'aider à t'améliorer et on va réussir ensemble derrière. Donc, c'est très important, bien sûr, Florian, bien sûr. J'espère qu'on répond à la question, mais voilà. Ouais. Ne pas enfoncer ceux qui sont en difficulté, mais les aider à être encore meilleurs. Donc finalement, on voit au travers de moteur, c'est l'équivalent de Scrap. Scrap, c'est pour les clients, en fait, dans la de vente. À la Et vente, moteur, c'est dans la relation manager-manager. C'est ça, hein? exactement. On a conçu ces deux moyens mémotechniques du manager, donc gardez-les bien en tête les deux, en fait, parce que on a d'un côté un aspect plus tourné vers la vente, et puis de manière générale, la notion de moteur que vous pourrez utiliser dans vos entreprises au quotidien. Et vous verrez que si vous jouez à ça, vous allez comprendre vraiment les motivations de vos collaborateurs. Il y a peut-être des collaborateurs qui n'ont pas envie de, de, de trop évoluer, qui sont bien à leur poste. Il faut les aider un petit peu aussi, les titiller pour les aider à passer des caps et ne pas s'endormir sur un poste où demain ils seraient en difficulté. Mais c'est pas ces gens-là qu'il faut challenger à fond, c'est sur d'autres facteurs qu'il faut essayer de les aider en fait. Ok, il est 14h51. Allez, on avance dans notre présentation et on arrive quasiment au bout. On va faire un petit focus sur les motivations de vos collaborateurs. Nous avons identifié avec Florian quelques profils de collaborateurs et vous allez essayer de vous projeter avec vos équipes. Je suis sûr qu'il y en a, vous en connaissez tous autour de vous. Le premier profil, ça va être le chercheur d'or. Alors celui-là, c'est le chasseur de primes. C'est la personne qui est plutôt dans la rémunération, hein, donc un besoin financier avant tout. L'avantage, c'est qu'il ne compte pas ses heures, c'est quelqu'un qui va travailler, donc vous allez pouvoir mobiliser. L'inconvénient, c'est que c'est un solitaire, un mercenaire. Donc attention, c'est des personnes qu'il faut quand même canaliser, détecter au moment et savoir aussi derrière les freiner, en tout cas que leur réussite ne soit pas au détriment de la réussite des autres. Ça, c'est très important dans le management aussi. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir quelqu'un qui quitte notre entreprise pour aller chez le concurrent parce qu'il va gagner plus? Oui, clairement, si cette personne, à un moment donné, n'a pas rempli sa motivation en termes de rémunération, elle risque de partir. Ça ne veut pas dire que c'est très grave. Ce qui est grave, c'est qu'il parte avec les clients. Ça, c'est autre chose. Donc préparez-vous à ce que certains collaborateurs importants qui ont de très belles réussites partent et formez vos numéros 2, mettez en place des processus pour attirer des futurs très bons vendeurs ou très bons collaborateurs qui, eux, vont se projeter à moyen long terme. Après, si la personne vous quitte pour des raisons de rémunération, il y a eu avant une discussion, des négociations qui n'ont pas abouti. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais encore une fois, le plus important, c'est qu'ils ne se barrent pas avec les clients. Hein. Nous avons l'ambitieux. Alors, l'ambitieux, c'est quelqu'un qui cherche des perspectives claires et qui est plutôt dans l'action, il est hyper actif. Et l'inconvénient, c'est le côté exigeant. Il est très exigeant avec soi-même, mais du coup aussi avec les autres. Alors, l'ambitieux est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui va vous aider à construire, à faire évoluer l'entreprise, à passer des caps importants. Mais il faut que cette personne les ait devant lui. C'est-à-dire que le jour où vous recrutez quelqu'un d'ambitieux, il faut le savoir. Il faut le détecter. Cette personne attend devant elle un plan de carrière. Elle attend des perspectives. Et il ne faut pas lui parler que rémunération. Il faut parler conquête, part de marché, croissance. Il faut parler responsabilité, capacité à gérer une équipe. Voilà. C'est quelqu'un qui est plus sensible à ces éléments-là. Hein. Donc, c'est pas un chercheur d'or, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la construction, mais le jour où il plafonne, il partira aussi. Cette personne, il y aura un moment où si on n'a plus les moyens de l'aider à grandir, il y a des fortes chances que cette personne s'en aille. Encore une fois, ce n'est pas dramatique. Il ne faut pas le subir, c'est tout.
D'où l'importance d'avoir une équipe avec des gens très différents. Comme ça, si certains s'en vont pour rechercher autre chose ailleurs, bien sûr. ben, l'équipe ne sera pas trop déstabilisée. Il faut pas être dépendant d'une fonction. Il faut que plusieurs personnes maîtrisent cette même fonction ou soient capables d'en prendre un bout, le temps de pouvoir le remplacer. Ou il faut toujours avoir des numéros 2, des jeunes, des potentiels qui vont venir occuper des fonctions et qui grandiront aussi. Donc c'est vraiment, comme vous dites, un panachage de différents profils, une entreprise. Et on n'a pas intérêt à avoir un seul profil, c'est sûr. On a le compétiteur. Alors ça, c'est celui qui, ou celle, qui a besoin de challenge, de défis en permanence. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui aiment beaucoup la nouveauté, qui sont très ouvertes aux techniques, aux technologies, et qui en revanche peuvent s'ennuyer très vite sur des projets longs où il y a peu de diversité. Beaucoup d'entreprises en repli perdent des gens très compétiteurs parce que voilà, on est dans une période où il faut serrer un petit peu, se serrer les coudes et rester sur peut-être un produit vache à lait. On risque de perdre ces gens-là en fait. Donc très important, le compétiteur, ben, c'est quelqu'un qui a besoin de défis en permanence. Il faut l'aider. Et d'ailleurs, un défi, c'est pas que des grands défis, hein. C'est des petites choses parfois. Hein. C'est prendre une responsabilité, c'est gérer un projet, c'est gérer certains clients d'un collaborateur, c'est être capable de participer aussi à une définition d'une stratégie. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de challenge en permanence. Okay. Parlons de l'équilibriste, on est dans les temps. L'équilibriste, lui, il a besoin plutôt de tranquillité. C'est quelqu'un qui cherche pas du tout les changements et qui a plutôt besoin de visibilité à long terme sur sa fonction. C'est intéressant et c'est rassurant, mais pas que, et vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui pourrait, au bout d'un moment, rater certaines compétences, ne pas passer certains caps. Je prends le cas du télétravail, on l'a vu, hein. Il y a des personnes qui étaient très efficaces dans nos entreprises et qui tout d'un coup ont été déstabilisées par non-maîtrise de l'outil, par manque de flexibilité. Donc, comment aider un équilibriste à rester quand même performant? La formation. Pour moi, la formation, c'est essentiel. L'accompagnement par des bilans de compétences aussi, c'est un bel outil pour les aider à se poser des bonnes questions et passer des caps. Donc, on a tous besoin de gens stables, mais attention, pas de gens qui s'endorment. Très important. Et puis, on a l'affectif. Alors là, celui-là, c'est celui qui marche à la reconnaissance. C'est celui qui a besoin du bonjour tous les matins et qui vraiment aime son équipe, qui va tout donner pour vous, pour son équipe. La difficulté, c'est quelqu'un qui s'intéresse moins à des choses rationnelles et objectives en termes de résultats. Donc, quand on parle de la petite table sur le dos, dans le dos, c'est exactement ça en fait. C'est quelqu'un à qui, si on lui dit, écoutez, on a un challenge à relever et puis on compte sur vous tous, si vous n'amenez pas un élément d'affect dans la consigne, cette personne n'y arrivera pas. Si on ne lui dit pas fais-le pour moi, j'ai besoin que tu m'aides à le réaliser, il n'y ira pas. Donc les affectifs, on les trouve dans certaines fonctions, souvent des fonctions très relationnelles, c'est super intéressant, mais attention parce qu'il faut qu'ils prennent conscience aussi que l'action parfois, elle se fait à des moments plus austères ou un peu moins fun, on va dire. Dernière question, Augustin, pour Oui. conclure ce webinaire. On a bien compris que les motivations sont très importantes à déceler chez ses clients et chez ses collaborateurs. Dernière question, comment fait-on pour déceler ces motivations? Est-ce qu'il y a des techniques, des attitudes, des comportements? Comment peut-on faire? Alors ça, c'est le rôle de nous tous en tant que manager au quotidien. Il n'y a pas une baguette magique. C'est avoir des processus de recrutement dès le départ, dès qu'un collaborateur rentre chez vous. Il faut des bons processus de recrutement pour identifier les compétences et aussi la personnalité de vos collaborateurs. Ce qui les fait bouger. Mais ce qui les fait bouger aujourd'hui. Sauf qu'on disait tout à l'heure, ça peut évoluer. Donc vous avez intérêt à mettre en place des entretiens annuels d'évaluation, des entretiens professionnels, des formations, des bilans périodiques pour voir l'évolution dans les motivations de vos collaborateurs. Et ensuite, vous avez intérêt aussi à les former, à les confronter aux autres pour voir de quelle manière ils s'approprient ces nouveaux outils. Donc, c'est au quotidien, c'est pas que l'entretien, hein, c'est la vie d'un collaborateur, elle démarre vraiment le jour même où il dépose sa candidature et elle évolue tout au long de sa carrière. Donc, il faut être très méthodique, un bon observateur,
avoir des outils d'observation, des grilles d'analyse, des grilles de synthèse, et être capable aussi derrière de mener des actions. C'est-à-dire quand on détecte des motivations d'un collaborateur, ben, il faut y aller, il faut savoir comment les mobiliser. Et ne pas oublier qu'il est important de réveiller chez vos collaborateurs des motivations aussi qui dorment. C'est grâce à la formation, grâce à la nouveauté. Voilà, il faut être en permanence en train de proposer des choses pour que vos équipes soient étudiées en permanence et tout d'un coup se découvrent des envies. Alors, vous pouvez aussi faire appel à un cabinet et vous faire aider, faire une audit de vos équipes pour compléter, notamment par des tests aussi, des tests de personnalité, des tests d'ambition. Et vous verrez que c'est marrant parce que nous, on le voit, Florian, quand on fait des tests avec des candidats qu'on a rencontrés il y a 10 ans, les résultats d'il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Conclusion, donc. Eh bien, conclusion, je vous attends tous jeudi 9 mai de 9h à 12h30. Le 6 mai. Pardon, excusez-moi, 6 mai, le 6 mai de 9h à 12h30 sur une formation donc destinée à vous aider à gagner les négociations commerciales. On va être très concret, on va s'amuser et j'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas. À la fin de la journée, on va à la fin de l'après-midi, vous recevrez tous donc ce PowerPoint avec les liens sur le webinar et également sur nos formations. Il y a un replay qui est envoyé automatiquement, c'est ça. Automatiquement, qui est enregistré en ce moment et qui va vous arriver. Sachez également que le jeudi 27 mai, rendez-vous pour les 7 règles pour réussir sa vie. Donc, tous ceux qui recherchent une approche aussi intellectuelle pourront répondre à ces questions-là. Le 24 juin, ça sera comment faciliter vos ventes. Et enfin, les meilleurs candidats sont-ils en poste? Ce sera pour juillet, le mois de juillet. Merci à toutes et merci à tous. C'était très sympa d'échanger avec vous. Merci Florian pour votre participation à l'animation. Merci. Et à la prochaine. On vous attend nombreux. Merci. OK.